Bonjour, aujourd'hui nous recevons Philippe Sorel. Bonjour, bonsoir. Voilà, soyez le bienvenu. Nous recevons dans le cadre des entretiens que nous publions toutes les semaines depuis 8 ans. Voilà, je vous remercie de votre présence. Je vous invite pour commenter un peu cette actualité politique du week-end. Voilà, mais avant, on va passer sur le numéro 1091 de la Glorieuse, la une, Montpellier-la Rouge au cœur d'un midi brun. Et aussi un article sur Toulouse qui fait front républicain, mais la droite est écartelée entre Barège et Pradier. Voilà. À l'intérieur du journal aussi Unisson, l'association qui chante juste, je vais y arriver, juste, et Delafosse frappe fort. Vous avez entendu parler de cette association Unisson? Oui. Et des tennis là qui sont à la paillade. Je m'y suis rendu. Vous y êtes rendu? Oui. Voilà. Et alors? Parce que vous êtes un ancien joueur de tennis. Oui, un vieux joueur de tennis, un ancien joueur de tennis qui continue à jouer. Voilà. Ouais, c'est bien. Mais un amateur qui n'est plus classé. Effectivement, j'ai été interpellé par plusieurs personnes des Hauts-de-Massonne pour voir un petit peu sur le terrain ce qu'il allait advenir des cours de tennis qui ont été promis à Unisson pour installer l'ensemble de l'établissement qui abrite leur activité. Il se trouve que ces cours de tennis ont déjà fait l'objet de plusieurs événements importants, notamment Faites le mur avec Yannick Noah pour les enfants des Hauts-de-Massonne. Je rappelle que nous sommes dans un quartier politique de la ville et qu'il est important que l'initiation au tennis et au sport se fasse dans des équipements cohérents et entretenus. Donc voilà, je me suis un peu ému à mon tour de cette décision, qui est une décision très surprenante parce que les équipements de sport ne sont pas aussi nombreux que cela, surtout dans les Hauts-de-Massonne. Nous avions réparé le terrain de foot en synthétique lors de mon mandat, qui était à l'abandon depuis de nombreuses années. Là, le club de tennis il fonctionne à peu près, même si il y a des problèmes dans la gouvernance, mais il suffirait peut-être de mettre un peu l'accent sur la gestion du club, sur l'organisation, pour retrouver une école de tennis qui puisse former les enfants. D'accord. Et votre expertise sur le dossier, alors, c'est quoi? Mon expertise, c'est que des accords ont certainement été passés entre la mairie et Unisson pour installer leur siège sur ces terrains de tennis, et que je trouve cela dommageable. Voilà, on est un peu dans la même affaire, toute proportion gardée, que lorsque, sous l'ancienne mandature d'Hélène Mandroux, il avait été décidé de construire des immeubles sur le stade du Père Prévost, ce qui avait soulevé une polémique à laquelle j'avais concouru, parce qu'un équipement de sport dans un quartier populaire, pour moi, c'est aussi important que un centre d'activité, qu'un lieu culturel, parce que cela rassemble, cela initie, et cela permet aux enfants de pouvoir appréhender ce magnifique sport qu'est le tennis. Quand on veut former des champions, il faut s'y prendre tôt, et les écoles de tennis et les éducateurs font un travail formidable. Si on leur enlève les lieux pour pouvoir exercer, pour moi c'est antinomique avec le caractère social du sport. Ok. Donc ça c'est donc un article là sur le prochaine édition. Donc un autre dossier là suite à l'article de l'étudiant, la Montpellier ville étudiante, première ville étudiante de France, et on titre 2 points vraiment point d'interrogation, et on soulève tous les sujets qui sont un peu inquiétants au niveau des étudiants. Ensuite, un dossier sur Vincent Cavaroc, on aime bien Vincent Cavaroc à la Glorieuse, qui s'envoie en l'air aux frais de la princesse. On revient sur une société d'aménagement de tiers-lieux, et en particulier de ce qui va se faire au sommet du Corum, dont vous avez peut-être entendu parler. Oui, le rooftop. Oui. Le rooftop. Et
Donc la société qui s'appelle la SAS Martine, en fait, c'est aussi la société de Vincent Cavaroc. Voilà. Donc gagnant sur toute la ligne. Commentaire? On ne peut pas... si vous voulez, je suis assez mesuré dans mes propos. Soyons mesurés. Parce que Vincent Cavaroc a accepté la charge importante de le tropisme lors de mon mandat, lorsque oui, nous l'avons créé. Nous avons transformé les ateliers de l'EAI, là où stationnaient les chars de combat, en lieu culturel. C'est une belle image. C'est une belle transition pour un lieu comme celui-ci. Et Vincent Cavaroc a été l'artisan essentiel de ce lieu. Il continue d'ailleurs à l'organiser. Après, je ne suis pas au fait des affaires des uns et des autres. Je trouve que le rooftop sur le toit du Quorum, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. À une condition, c'est que la plateforme qui existe pour l'atterrissage des hélicoptères du SAMU en cas d'incident majeur soit encore utilisable. Est-ce qu'elle sert combien de fois Ce n'est pas tous les 10 ans, cette plateforme? Ce n'est pas le problème de servir tous les 10 ans. C'est qu'il peut y avoir une fois, si elle a été conçue, c'est parce qu'on considérait à l'époque, lors de la construction du Quorum, que les services de secours devaient avoir un lieu en centre-ville sur lequel pouvoir se poser. C'est à ce titre-là que je fais état de cette plateforme, parce que à tout moment peut arriver un incident majeur, un accident, ne souhaitons pas le pire, mais on peut avoir la nécessité de faire atterrir un hélicoptère en centre-ville. Et on ne peut pas atterrir sur la place de la Comédie? Non. C'est pas possible? C'est-à-dire qu'on décapiterait les arbres. Ah oui, c'est vrai. On y reviendra sur les arbres. Et les Trois-Grâces. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Enfin, je parlais de la place de la Comédie vers l'office de tourisme. Il y a de la place, là. Il y a de la place, il n'y a pas d'arbres. C'est assez juste. C'est voilà. assez juste. Il y a des personnes, il y a des passants, c'est très compliqué. Sur le toit du Quorum, c'est facile. Ok. Donc, ensuite, on revient aussi donc sur les recrutements au MHR vers une équipe de Rapetou. Voilà. Et voilà, un petit article aussi sur l'absence de neutralité de certains agents de la mairie par rapport aux législatives. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous verrez. C'est la prochaine édition. Donc, Philippe Sorel, pourquoi vous n'êtes pas parti aux législatives? Parce que pour partir à une législative, il faut être membre d'un parti politique, parce que c'est une élection nationale. On l'a bien vu, il y a 3 blocs qui se détachent, les centristes, le Front populaire et le Front national, le Rassemblement des droites. Ce sont 3 grands blocs qui représentent l'intégralité de la vie politique française, avec des sous-partis, avec je dirais, des nuances à l'intérieur de ces grands blocs. Mais il faut, dans les conditions actuelles, avoir une appartenance politique. Moi, je n'ai pas d'appartenance politique. J'ai souhaité aller aux dernières législatives parce qu'il fallait que je reprenne, je dirais, langue avec le terrain politique que j'avais déserté 2 ans avant, lors de ma défaite au municipal, et surtout après mes interventions chirurgicales, où j'étais dans l'incapacité de pouvoir me livrer à un travail de terrain, à faire du porte-à-porte, à aller voir les gens sur les marchés. C'est ce que j'avais fait aux dernières législatives qui ont donné 4,5%, parce que lorsque vous êtes sans parti politique, vous ne pouvez pas vous attendre à faire au-delà de 5, parce que c'est comme ça, la vie politique française est ainsi organisée. On a bien vu l'importance de toutes les chapelles politiques lors de ces derniers événements politiques du pays. Est-ce que vous confirmez l'affirmation que les législatives ont marqué la très faible influence des élus locaux sur le vote de leurs concitoyens? Il y a eu, je dirais, dans cette législative, deux éléments qui me paraissent assez fondamentaux. La première, c'est l'effet de surprise, puisque le président de la République a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale, alors que personne, finalement, ne s'y attendait, et il l'a fait promptement, dans le délai le plus court qu'il pouvait choisir pour la campagne, c'est-à-dire 3 semaines, en quelque sorte, 4 semaines,
Et donc ça a pris un peu tout le monde de court, et ce sont les grandes firmes politiques qui ont eu la parole, et leurs représentants locaux. Ça s'est fait dans cet esprit-là. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on fait partie d'une formation politique, on adopte un programme global, et ce programme global, il est décliné au niveau local par les représentants qui se livrent aux élections législatives départementales dans les départements. Donc ces deux éléments, si vous voulez, ont concouru à faire en sorte que c'est avant tout une élection nationale qui s'est produite, davantage qu'une élection locale. Parce que vous, votre mantra, c'est un peu en dehors des partis. C'est bien ça? Ça n'a pas changé? Non. Ça n'a pas changé? Non. Est-ce que c'est vain? En dehors des partis? Oui, ça peut. Parce que vous avez gagné en dehors des partis, c'était très rare à l'époque. Oui, c'était assez. Il y avait Macron qui a gagné en dehors des partis, vous avez voulu le suivre? Oui, même si je n'étais pas financé de la même façon. On ne peut pas comparer l'élection du président de la République et celle sur le Vous êtes 2014. dentiste, lui, il vient de la très haute banque et des sphères... Dentiste salarié et mutualiste. Donc, en fait, oui, ce que nous avons fait en 2014, c'est, je dirais, un Saint-Jean-de-Védas qui bat le Paris Saint-Germain en finale de la Cup. Voilà, c'est ça. Vouloir renouveler l'exploit, c'est presque impossible. Mais je crois que l'aventure valait d'être vécue. Je l'ai vécue au régional. Et là, nous avons dépassé les 5%. 101 757 voix pour la première élection sur la grande région Occitanie, où pour 55 voix j'ai été remboursé, c'était équivalent à 1 million d'euros. C'est vous dire, il faut être un peu fou pour faire ça, puisque ce sont quand même mes deniers que je mets en jeu, ce ne sont pas les deniers des partis politiques. Vous avez joué 1 million d'euros sur les élections régionales? Et c'est à peu près 1 million d'euros. Entre tout, oui, c'est très important. Hein, je ne me rends pas compte. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque vous faites les bulletins, et lorsque, peut-être un peu moins, mais lorsque vous faites des bulletins, vous en faites 6 millions. Il n'y a pas d'imprimerie dans le sud de la France qui est capable d'éditer 6 millions. Elles sont toutes faites dans le nord de la France et rapatriées avec des semi-remorques. C'est une grosse organisation, très grosse. D'accord. Donc le choix de Madame Dombre et de Monsieur Roumégas, ça semble un peu du rattrapage. Dernièrement, Monsieur Roumégas a été désavoué. Je crois qu'il avait fait 1,67% au municipal. Madame Dombre est très contestée. Elle circule en voiture sur les trottoirs. Est-ce qu'ils méritent tous les deux Je ne suis pas l'Éternel pour pouvoir attribuer des notations à ceux qui méritent et ceux qui méritent moins. Vous avez un regard oui, là-dessus. Mon regard, il est assez simple. C'est que il y a eu dans le nouveau Front populaire un partage des circonscriptions. Certaines sont allées au Parti socialiste, d'autres à Europe Écologie des Verts, et d'autres enfin à France Insoumise. Madame Dombre représentait le Parti Socialiste et Monsieur Roumégas, Europe Écologie Les Verts. Ils ont gagné tous les deux. Je les ai félicités par la voie de Twitter hier après les élections, lorsque les résultats ont été définitifs. Non, ce matin même, très tôt dans la nuit. Ils ont gagné. Ils ont gagné parce que le Front populaire les a portés. Il n'y avait pas une place pour vous glisser dans le Front populaire? Je ne suis pas membre d'un parti politique. Monsieur Roumégas est membre d'Europe Écologie Les Verts et Madame Dombre du Parti Socialiste, et ce sont des associés membres du Front populaire tous les deux. Pour le comeback? Je n'ai pas l'intention d'entrer dans un parti politique. Toujours pas? Non. Je pense que moi je n'ai qu'une seule ligne directrice, c'est défendre la ville qui m'a fait lire, qui m'a apporté beaucoup de choses et pour laquelle j'ai beaucoup de respect et d'amour, un amour profond, voilà, et les Montpelliérains qui la peuplent, que je continue à soigner régulièrement, toutes les semaines et tous les jours, depuis 4 ans, depuis les dernières élections. Quel est votre regard sur les autres circonscriptions montpelliéraines?
Alors, le maire de Montpellier avait indiqué qu'il n'y aurait pas de Front National parmi les élus aux législatives sur les circonscriptions de la ville. C'était presque juste, puisque une seule circonscription est advenue au Front National, la 9e, celle qui était occupée par Patrick Vignal précédemment, et qui possède une part de Montpellier dans son territoire. Les autres circonscriptions sont restées à gauche, la ville est restée à gauche, c'est son identité, c'est son histoire, et elle, je dirais, hein, elle sauve un peu l'honneur d'un département qui est totalement voué au Front National, en sachant que l'ancien Languedoc-Roussillon est aussi Front National, que ce soit les Pyrénées-Orientales. Le Rassemblement National. Oui, le Rassemblement National. Que ce soit les Pyrénées-Orientales, l'Aude, qui aurait pu dire que l'Aude était totalement un Rassemblement National, alors qu'elle a un substrat socialiste, et quand vous interrogez les Audois, personne, tout le monde est socialiste, mais le vote a donné ce qu'il donnait. Le Gard également. Les Cévennes. Et la Lozère. Des Cévennes. Ouais. Et la Lozère, Valérie Rabault a gagné, mais grâce à Pierre Morel à l'huissier qui s'est maintenu. C'est pas Valérie Rabault. Valérie Rabault, elle a perdu. J'ai plus... En Lozère. Comment? En Lozère. Oui. C'est Valérie Rabault. Non, Valérie Rabault, je pense que c'est comment ça, dans le Lot-et-Garonne. Ah bon? Non, je me trompe pas trop quand même. Valérie Rabault, elle a perdu. Ah, pardon, oui, vous avez raison. C'est Sophie Pantel, excusez-moi. Oui, pardon, Sophie Pantel, qui est la présidente du Conseil général de... Et Valérie Rabault a perdu, exactement. On est d'accord, pardonnez-moi. Comment voyez-vous Montpellier, là? Parce qu'on a l'impression que Montpellier fait un virage LFI en ce moment. Il y a toujours eu un vote important LFI, que ce soit aux européennes, que ce soit aux élections précédentes. Mais là, bien entendu, il s'est largement conforté avec l'élection de la députée de la 2e circonscription, qui a fait un très bon score, puisqu'elle est passée au premier tour. Donc effectivement, l'électorat, je dirais, gauche, extrême gauche, puisqu'on va le dire comme ça, nouveau Front populaire, s'est affirmé largement lors de cette élection. Ce qui n'est pas le cas en France, parce que même si le nombre de circonscriptions a légèrement augmenté, c'est quand même le Rassemblement national qui a, quand on compte les circonscriptions acquises, qui a largement augmenté son assiette électorale, y compris en nombre de voix. Est-ce que vous comprenez la dénonciation du Rassemblement national de l'accord de retrait réciproque des macronistes au Front populaire, appelé Front républicain? En fait, M. Négrier, hier, sur France 3, a donné une explication je vais en donner deux explications. Celle qu'il a donnée, et puis je vais rajouter une explication qui est liée au fonctionnement même des institutions. En fait, M. Négrier a indiqué que dans la mesure où il n'y avait pas de bipartisme et qu'on s'orientait vers 3 blocs globalement, grosso modo, identiques et de forte puissance, il serait bien de concevoir les élections avec un seul tour pour juger de la valeur de chacun des candidats en fonction de son appartenance à son parti, et donc éliminer de fait le désistement républicain pour le 2e tour. C'est exactement ce qui se passe dans d'autres pays. Lorsque Mme Meloni a été élue en Italie, elle a été élue sur une élection à un tour. La gauche ne s'était pas entendue, les radicaux, les socialistes, 5 étoiles, n'avaient pas pu faire de liste commune, et elle a profité de cela pour être élue. S'il y avait eu un 2e tour, la gauche se serait rassemblée, elle aurait perdu. Donc on est là devant un vrai problème d'organisation même de la République. Le 2e point, c'est que
je pense réellement qu'il faut aller vers une sixième république, une république qui change, qui tienne compte des évolutions de la société et qui puisse reconfigurer les paysages, les habitudes, les organisations, pour donner un peu d'oxygène. Il faut rétablir un nouveau contrat social entre les Français. Donc vous comprenez la dénonciation du Rassemblement national sur l'accord de retrait réciproque. Comprendre une dénonciation, je conçois qu'ils aient pu le dénoncer, mais moi je pense qu'il faut faire une proposition pour modifier les choses. D'accord. C'est mieux de proposer que de condamner après la bataille. En 2017, là, vous aviez déployé une banderole Montpellier dit non au FN. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Sur la comédie. Devant le théâtre, oui. Vous étiez un peu précurseur de ce front républicain. Oui, c'est une action qui avait été menée en 2017, mais qui était relativement issue de toute l'histoire de la ville, depuis Georges Frêche jusqu'à ce jour. Votre ancienne première adjointe, Stéphanie Janet, a fait un communiqué de désistement là, envers la candidate. Pas de désistement, de soutien. De soutien. Oui, parce que elle n'était pas candidate. De soutien, oui. Ouais. Vous avez fait aucun communiqué de soutien sur la circonscription où je vote, c'est Madame Oziol qui s'est présentée. Non, mais comme vous étiez présenté sur cette circonscription, vous auriez pu faire un Je l'ai fait lorsque j'ai été candidat. Oui. Je me suis désisté en faveur de Madame Mignaka au deuxième tour, qui était Europe Écologie Les Verts et membre du Front Populaire. Que pensez-vous de l'attitude de Monsieur Bord? Je vous avoue que je n'ai pas compris sa candidature. Je n'ai pas compris la logique dans laquelle il était pour présenter sa candidature, mais peut-être je comprends pas tout. Hein. Vous l'appellerez pour lui demander des précisions. Non, j'ai pas bien compris. Et quel est le profil du prochain maire de Montpellier, à votre avis? Bien malin qui peut le dire. On n'est pas encore dans les élections municipales. On va entrer dans une période un peu compliquée au niveau national. Puisque... les municipales, c'est bientôt quand même. Hein. C'est dans le starting block l'année prochaine. Oui, mais il y a un temps pour tout. Hein. Même si on est relativement prêt en termes de calendrier, je dirais qu'il y a des plusieurs étapes à franchir avant d'y arriver. Là, on a une étape d'environ 6 mois dans laquelle il va y avoir beaucoup de soubresauts. D'abord, les Jeux Olympiques, avec tous les vœux que nous apportons à la réussite pour notre pays, olympique et paralympique, jusqu'en septembre. Et à partir de septembre, c'est la rentrée. Entre deux, il faut concevoir un nouveau gouvernement. Il faut pouvoir arriver à mettre en place des procédures qui vont permettre de prendre des décisions cohérentes. En même temps, il faut répondre à la demande qui s'est exprimée pendant les législatives. Le Front National le Rassemblement National a obtenu 10 millions de voix. Le Front Populaire, 7 millions. Et Renaissance, 6 millions. Ce qui veut dire qu'il y a 17 millions de Français qui se sont exprimés envers Renaissance en demandant de changer quelque chose dans la gouvernance du pays. Et le programme du Front Populaire, que j'ai bien lu, et traite de préoccupations locales et quotidiennes des Français. Diminution du pouvoir d'achat, moi je le côtoie tous les jours. Quand une personne me dit, avec 1500 €, une fois que j'ai payé mon loyer, le 10 du mois, je n'ai pas assez pour finir le mois, et je suis tous les mois en découvert. Ce sont des discours que j'entends tout le temps. Et je les entendais avant des travailleurs modestes. Maintenant, je les entends des classes moyennes. 19... Vous savez, travailler tous les jours au contact de la population nous oblige et nous renseigne sur les priorités quotidiennes que vivent les Français.
19% pour Michael Delafosse au premier tour des européennes. Est-ce que c'est un bon score pour le maire de Montpellier? D'abord, le maire de Montpellier n'était pas candidat et j'avais cru comprendre. Non, son candidat. Je parle Ouais. pour son Non, mais j'avais cru dossier. comprendre qu'il l'était à un moment, puisque l'annonce de sa présence sur la liste de M. Glucksmann avait été faite dans la presse. Mais son candidat, c'est un score qui est, voilà, qui est moyen, on va dire ça. C'est un score qui est moyen. Et qui a apporté beaucoup de déception après, parce que M. Glucksmann a fait campagne contre le Front Populaire, contre LFI, et après a passé un accord avec eux. Donc c'est le genre de choses, voyez-vous, qui poussent les gens dans leurs extrémités. L'esplanade, c'est votre projet? Alors, non. Alors, oui et non. Toucher à l'esplanade, c'était mon projet. Mais le toucher en même temps que les 3 places. C'était Place à tous, le projet, l'esplanade, la place de la Comédie et la place du Triangle. Et au-delà du bling-bling, des embellissements, on va dire, nous avons conçu un véritable acte d'urbanisme qui avait pour but d'ouvrir l'espace et de faire se communiquer des espaces qui pourraient, je dirais, communiquer davantage entre eux et devenir de plus grandes places publiques. Là, il communique bien quand même. Ils communiqueraient encore mieux si le trajet vers le lycée Joffre avait été géré, si l'arrière du polygone avait été géré, cela Oui. faisait partie du projet. Communiquerait encore mieux si l'ensemble des bâtiments du mess des officiers avait été transféré pour donner cette avancée complète pour aller vers la ligne de chemin de fer. Et puis même communiquerait encore mieux si la gestion des différences de niveau avec le quorum pour redescendre vers le quartier des Beaux-Arts avait été intégré dans le projet. C'était un très gros projet d'urbanisme, pas seulement une fontaine, 8 arbres ou 9, et des buissons. Voilà, donc c'est pour ça que vous critiquez un peu ce projet. Je critique pas forcément, mais je dis que ce projet est un projet qui avait pour but de refabriquer un nouveau centre pour la métropole. Parce que quand la métropole s'agrandit, le cœur de la métropole doit aussi s'agrandir. Et là, je vois des aménagements, mais je ne vois pas la réflexion urbaine. Est-ce que vous êtes content des arbres qui commencent à faire de l'ombre sur la Comédie? C'est une question. Je les trouve, pour tout dire, un peu coûteux. Vous avez été élu en 2014 avec pour objectif de rompre avec le système PS. Oui. Avec Michael Delafosse, on est retourné à fond. Pourquoi vous avez échoué? Parce que notre mandat, c'était un mandat pour 6 ans. Nous avions fabriqué une équipe, un programme qui avait 6 ans devant lui pour mettre en place beaucoup de réalisations. Les SAC, la régie publique de l'eau. Et je demande aux journalistes de chercher un petit peu et de ne pas prendre d'argent en comptant les paroles qu'on leur sert. La rue du Coureau, la Grand Rue Jean Moulin, le contournement de Castries, enfin bon, on va pas tout énoncer, mais nous avions pour but de faire cela et nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Et nous l'avons fait avec 0% d'augmentation d'impôts, en laissant des finances saines plus 600 millions d'euros, et je dirais avec la passion comment dire, d'amateurs qui se vouent totalement à leur tâche, voyez, d'associations, vous voyez, comme les présidents d'associations, les membres des associations qui sont des bénévoles extraordinaires. Et là, nous l'avons fait dans cet esprit-là, pour construire, pour aider Montpellier, pour bâtir Montpellier. Et pourquoi on est retourné à fond dans le système PS?
parce que nous avons perdu les élections. Nous avons perdu et nous les avons, et je prends ma part dans la défaite, bien sûr, à la fois parce que je n'étais pas en état physique pour pouvoir assurer une campagne et j'étais opéré pendant les élections, etc. Mais aussi parce que on arrivait dans notre propre fonctionnement au bout d'un système, au bout de 6 ans où, vous savez, au bout de 6 ans, les appétits s'aiguisent, on croit que tout est arrivé, alors que... Parler en interne? Oui, en interne. Alors qu'il faut toujours, 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage. Il reste quoi de la Sorélie? Il reste les Halles des Sacs, il reste la Régie publique de l'eau, il reste la rue du Coureau, la Grand Rue, il en reste plein des choses, le Moco. Alors, on a fait un sujet il y a quelques semaines dans le journal là, sur Instagram et sur les méfaits du tourisme. Donc Barcelone aujourd'hui limite le tourisme. Autour de la Méditerranée, là, nous sommes en pleine période où nous sommes envahis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que... Je parle des Airbnb, vous voyez, de tout ça. Là. Comment? C'est pas une affaire de Airbnb. Hein. Ah, Airbnb, ça compte aussi. Hein. Ça compte, mais je pense qu'il y a d'abord un acte d'aménagement du territoire qui doit être reconçu. Montpellier ne possède pas de contournement, ce qui oblige, si on veut désengorger le centre-ville, à repousser tout le monde vers l'extérieur et archipéliser la ville et les quartiers. Je le déplore parce que le contournement ouest était commencé, il a été interrompu par la nouvelle équipe. Il faut également penser au transport collectif. Le gouvernement y a pensé lorsqu'il a proposé les RER pour les grandes villes, mais le travail que nous menons avec la région dans le contrat de plan État-région sur l'étoile ferroviaire de Montpellier est un travail essentiel. Parce qu'il a pour but de traiter les grands axes avec Gignac, avec l'Odève, avec patine un peu, ça patine un peu. Mais oui, ça patine, bien sûr, ça patine. Ça patine parce que, là aussi, en termes de République, nous n'avons plus de service de la DDE qui était capable de coordonner les élus locaux. Nous n'avons plus de préfet thématique comme le préfet qui a géré l'aménagement du littoral, la mission Racine, ce qui est dommage. Tout cela, je l'ai écrit dans mon livre Réparer la République, parce que si on confie aux élus un aménagement du territoire un peu large, on va se heurter à des querelles entre élus. Un voudra ça, l'autre voudra ça, et il n'y a rien qui avance. Si on a un service de l'État qui assure, je dirais, la cohérence territoriale pour l'intérêt général du pays et de la région, là, on peut avancer davantage. Vous voyez, beaucoup, à la télévision notamment, confondent l'État et la République. C'est très différent. L'État, il est neutre. La République, ce sont les élus de la République. C'est la politique. L'État, il est neutre. Très bien, je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Merci beaucoup.